Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Sur New World, nous aborderons encore 4 sujets. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de la semaine, nous parlerons d'abord de Madagascar, nouvelle marche du collectif des candidats à Antananarivo. Après, ce sera la Guinée. La réhabilitation d'Ahmed Sékou Touré ne fait pas l'unanimité. Notre troisième sujet concerne le Tchad, les pourparlers en vue du retour de succès Masra. Puis nous allons terminer par le Togo. La croissance économique pourrait atteindre 7% en 2023 selon la Banque mondiale. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde entier. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité aujourd'hui, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Guillaume pour l'invitation. C'est un plaisir de partager le plateau avec Adam Adjronou. C'est assez rare qu'on soit invité au même moment. Bonsoir à toute l'audience de New World Info et surtout ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent dans les débats, dans le partage d'opinions. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. Nous attaquons notre premier sujet, direction donc Madagascar. Nous parlons de cette nouvelle marche du collectif des candidats à Antananarivo. Le collectif des 11 candidats avait annoncé lors d'un meeting le samedi dernier vouloir manifester ou faire des marches de protestation ce lundi et d'autres marches qui suivront en vue de prendre d'assaut la fameuse place du 13 mai, une occasion pour ce collectif de contester sur plusieurs plans l'organisation des prochaines élections, dont le premier tour aura lieu normalement le 16 novembre prochain. La campagne électorale est d'ailleurs en cours. La manifestation a d'ailleurs eu lieu ce lundi. Pas grand-chose à signaler, pas de heurts, pas de cas d'incidents majeurs à signaler. Seulement, la place du 13 mai n'a pas été le lieu de destination de cette marche. La marche a eu lieu à Antananarivo, mais pour le moment, ce n'est pas encore la place du 13 mai et les candidats appellent les partisans à se préparer pour de prochaines échéances de manifestations qui pourront leur permettre de prendre d'assaut cette symbolique place du 13 mai. Je rappelle que cette place-là qui a servi de lieu de rassemblement pour les grands rassemblements qui ont renversé le pouvoir à Madagascar. Donc, il s'agit d'une place stratégique dans les manifestations politiques. Manifestation ce lundi, pas d'incident majeur à signaler, Constant Lemou. Oui, Madagascar nous informe sur ce nouveau sujet, parallèlement, ou du moins, nous sommes habitués à des événements autres que ceux politiques. Cette fois-ci, c'est la politique qui prend le pas sur les catastrophes naturelles, sur la pandémie. Nous avons effectivement suivi plus ou moins directement les rebondissements dans l'organisation des élections dans ce pays, à Madagascar, où la candidature même du président sortant est contestée, alors qu'il il vient de finir un mandat entier. C'est un peu ridicule que c'est à la fin d'un mandat qu'on trouve que le président n'est pas malgache. C'est un faux sujet. Maintenant, quel est le fond des revendications réelles? C'est que les opposants, les 11, la coalition des 11, donnent l'impression que tout est préparé pour que le président sortant soit reconduit. Et ils contestent donc l'organisation, les dispositions, les organes impliqués. C'est ce qu'ils contestent le plus. Et au lieu de se lancer dans la campagne, comme le recommande le code électoral et le processus qui vient d'être lancé, la coalition des 11 candidats préfère manifester jusqu'à... D'ailleurs, ils demandent la suspension du processus et le retour sur les conditions d'organisation, ce que le président sortant n'entend pas de cette oreille parce que le processus étant lancé, la commission chargée de l'organisation des élections n'ayant pas arrêté le processus, lui continue son bonhomme de chemin, il continue ses rencontres de campagne, ses meetings. On verra au bout, est-ce que l'opposition n'est pas en train de perdre son temps ou on arrivera à un vide constitutionnel si jamais l'élection
présidentielle n'a pas lieu, est-ce que la coalition des candidats veulent plutôt aller à un coup d'état civil? Parce qu'en cherchant la place, cette place stratégique où les manifestations sont souvent monstres et parviennent à des renversements de pouvoir, je ne pense pas que ça arrange le pays. Si jamais on sort du cadre constitutionnel, ce serait un peu plus compliqué à gérer parce que d'autres acteurs risquent de s'inviter et ce n'est pas vraiment à l'avantage des hommes politiques. En tout cas, parlant d'autres acteurs, les hommes politiques ont aussi invité l'armée à prendre ses responsabilités tout récemment, chose en tout cas que je pense ne souhaitent pas certains malgaches, je dirais certains pour ne pas parler à leur place. Le risque est là. Ah oui, bien sûr, mais pour le moment, il n'y a rien dans ce sens. Manifestation, c'est lundi. L'objectif, c'est de pouvoir prendre le contrôle de la place du 13 mai. Pour le moment, ce n'est pas fait, mais les opposants appellent les partisans à rester mobilisés parce qu'il y aura de nouvelles manifestations dans les jours à venir, Adam. Oui, tout à fait. Vous savez, même si ces opposants, on sait pertinemment que ces périodes-là, c'est de coutume en Madagascar. Lorsqu'on veut aller aux élections présidentielles, on fait en sorte qu'on ait une période plus ou moins transitoire où le président sortant n'est pas fondamental. Oui, démission n'est pas forcément celui qui dirige les affaires courantes. Donc, on ne saurait pas parler de suite que cette manifestation, comme le Moula l'a dit, naturellement, c'est celui-là, c'est un lieu symbolique, vitrine du pays, mais qui a contribué toujours à faire des choix, la plupart des régimes. Donc, à partir du moment où nous sommes dans une période transitoire, on peut ne pas supposer que cette manifestation est orientée pour déchoir quelqu'un ou quelqu'un de... Mais puisque Rajoelina n'est plus le président. Tout à fait, n'est plus. Mais le symbolisme, c'est tout à fait le fait que la mobilisation est monstre et est déterminante dans la poursuite ou dans les orientations politiques à venir. En réalité, c'est ce que veut dénoncer cette coalition qui veut que le président revienne quand même sur un certain nombre de dispositions. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je pense que lorsque nous sommes dans un environnement politique comme celui de Madagascar, il faudrait quand même que si tel est qu'on a quand même l'intérêt supérieur de la nation, ou pratiquement, si on n'a pas, disons, on conteste en réalité ce qui lui est reproché aujourd'hui en termes d'organisation, parce que ce soit à Madagascar ou partout dans tout pays africain, on a comme l'impression, lorsque vous avez le président sortant qui organise les élections, puisque c'est le cas, même s'il n'est pas président de toutes les façons, ce sont ces partisans, ces éléments qui organisent ces élections-là, on a tendance à croire que tout est fait pour qu'ils gagnent les élections. Or, vous allez constater que sur l'aspect politique, il semble être un peu mis en minorité d'un point de vue mobilisation, parce que lorsque vous prenez numéro 1, numéro 2, numéro 3, on sait qu'il y a des candidats qui ne répondent pas en réalité à cette grandeur de mobilisation que nous connaissons, surtout tous les 3 premiers candidats, sinon les 5 premiers candidats. Donc, je pense que ce qu'on demande, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse donc avoir une table ronde, de voir est-ce que réellement ce qui est en train d'être contesté aujourd'hui peut être pris en compte ou pratiquement montrer que l'élection est organisée d'une manière transparente et convaincre en réalité les opposants en face, ce qui n'est pas le cas. Donc, le président doit faire la sourde oreille. Sur la question des contestations, l'un des points clés de cette contestation, c'est cette nationalité française qu'aurait, ou bien qu'a André Rajoelina, chose qu'il n'a pas nié aussi, mais sur laquelle la Haute Cour constitutionnelle s'est prononcée en faveur de Rajoelina. C'est vrai, on a certaines informations que les leaders de l'opposition auraient données hier, selon lesquelles ce n'est pas tous les membres de la Haute Cour constitutionnelle qui ont signé le décret en reconnaissant en tout cas la légitimité plutôt d'André Rajoelina en validant aussi sa candidature, ce qui peut-être pourrait poser un autre problème de droit après, mais pour le moment, cela ne l'exclut pas de la course. Voilà. Mais la référence est la loi fondamentale du pays. Qu'est-ce que la loi fondamentale dit? Et si la Cour constitutionnelle arrivait à donner raison, à trancher sur cette question-là, moi je pense que l'opposition, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quand même plus à faire que de se cantonner sur cette question-là, parce qu'il n'y a plus de recours. C'est une Cour constitutionnelle qui s'est prononcée sur la question. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse donc le mettre en minorité au niveau des urnes. Puisque de toute évidence, il a ses aïeux, etc. Et la loi où le pays avait des institutions qui lui ont donné, disons, c'est cette nationalité-là dont il jouit.
de toute évidence, on a comme l'impression, en fait, l'envahissement de cette place stratégique-là est fait de la sorte à amener la Cour constitutionnelle à revenir sur ses pas en faisant en sorte qu'en l'extirpant donc de la Cour, ce qui n'est pas possible. De toute évidence, vous savez, c'est quelqu'un qui se réclame d'une portion très importante de la population en termes de mobilisation. Et si tel est que cela est fait aujourd'hui, je pense que le pays est en train d'avancer tout droit dans le mur. Donc je pense que les opposants doivent quand même savoir raison garder, puisque la personne n'est pas quand même une personnalité nouvelle de l'environnement de Madagascar. Il a eu quand même déjà à faire ses premiers pas. Je ne vois pas en quoi on veut aujourd'hui l'extirper donc de la course et l'extirper de la course. Est-ce que cette coalition-là, elle-même, ils ont quand même des divisions en leur sein. Mais étant donné qu'on veut véritablement donc unir les forces pour contrer et l'extirper de la course, ils sont donc, s'il arrivait éventuellement que le président sortant disait oui, je ne me présente plus, vous allez voir les divisions au grand jour lié donc à cette coalition. Donc moi la question c'est réellement de se passer, mais essentiellement c'est vrai, on peut faire des rapprochements au niveau des démocraties célébrées et on parle souvent des États-Unis, de la France, etc. où on n'a pas pratiqué. Or c'est chez eux que nous avons donc appris cette démocratie-là, que nous n'avons pas su adapter à nos réalités et que les lois fondamentales aussi ne sont pas faites de sorte qu'on puisse donc avoir une question assez déterminante qui tranche pratiquement donc cette question de double nationalité, de nationalité, donc omise, etc., qui revient au grand juge. Donc moi je pense que les opposants, ils sont en train de perdre le temps, le président sont en train de toujours ratisser là devant eux, et je pense qu'à la fin, c'est cette opposition qui parlera d'une élection mal organisée. Or, au lieu de pouvoir mobiliser la foule, ils étaient donc orientés à pouvoir donc parler de ces questions-là qui, de mon point de vue, est déjà tranchée. Il faudrait véritablement donc aller vers la mobilisation, ce qu'on ne voit pas. Alors, il faut aller peut-être vers cette mobilisation, mais pour le moment, il y a certains sujets qui font débat que je voudrais, en tout cas, qu'on explique aux téléspectateurs. C'est justement cette affaire de double nationalité du président André Rajoelina, qui, je rappelle, d'abord, avait mobilisé les gens sur cette même place du 13 mai pour renverser le président en 2009. Et avait pris le pouvoir en tant que président de facto, puisqu'il était président de la haute autorité de la transition, il avait cessé le pouvoir, et aurait donc, selon les opposants, troqué le fauteuil présidentiel contre un accord avec la France pour lui octroyer une certaine nationalité française. Cette nationalité française qu'il a acquise en 2014, parce qu'il a tenu à sa promesse de ne pas se présenter à l'élection de 2013. 5 ans après, il est revenu à l'élection de 2018 qu'il a remportée face à Mac Ravalomanana. Et maintenant, à la fin de son mandat, il vient de démissionner pour aller à un autre mandat, chose que les gens contestent. Et c'est justement à ce mandat que sort cette affaire de double nationalité ou de nationalité française qui ne lui permettrait pas, selon certains, de se présenter. Alors, que se passe-t-il réellement? On n'avait pas su que depuis la fin de son premier pouvoir, c'est-à-dire en 2014, il avait obtenu une nationalité. Il fallait que les médias le révèlent avant que l'opposition ne s'en serve. Est-ce que c'est le fond même du combat ou il y a autre chose ailleurs? Est-ce que cela peut servir à renverser la situation aujourd'hui à Madagascar, Constant? Je pense que le problème malgache est très simple. On cherche, à mon avis, des pouces sur la tête d'un chauve. Mais il est pourtant français aussi, il ne faut pas le nier. Il ne l'a pas nié, lui-même il ne l'a pas nié. C'est pourquoi je dis on cherche des pouces sur la tête d'un chauve. Le président n'a jamais nié avoir acquis la nationalité française et les tests fondamentaux du pays ne l'empêchent pas d'être candidat. Il n'a pas acquis la nationalité malgache, mais il est malgache. Oui. Et il a acquis la nationalité française par le concours de certains besoins qu'il a clairement exprimés. Vous pensez que c'est des raisons suffisantes? Dire que pour le bien de ses enfants, pour que ses enfants puissent aller faire des études en France, on demande à avoir la nationalité française. Et je rappelle qu'il a été naturalisé français. D'accord. Jusque-là, ni moi, ni le président Macron, non, pas Macron, mais le président malgache, okay, ne cherche à démentir l'acquisition de la nationalité française. Il n'a jamais nié cela. Et cette acquisition d'une nouvelle nationalité n'est pas contraire aux tests fondamentaux de la République de la République malgache. D'ailleurs, l'instance suprême s'est prononcée sur cette question et a donné raison au président Rajoelina. Maintenant, quel est le problème de fond des manifestations?
Si c'est la question d'acquisition de la nationalité française, je dis que c'est un faux problème. Peut-être cette coalition craint autre chose. Est-ce qu'elle est en mal? C'est quoi cette autre chose-là? Est-ce que l'opposition elle-même est en mal de mobilisation, en mal de popularité? Elle n'est même pas en campagne. Elle n'est pas en campagne. Ce qui est sûr, le président sortant est déjà en campagne parce que la commission électorale a lancé la campagne électorale. Il y est déjà. 2. Quand on dit il a promis, une promesse n'est pas une disposition constitutionnelle. Il peut bien promettre, il peut changer d'avis. Aussi longtemps que ce n'est pas contraire à la Constitution, on ne peut pas lui reprocher d'avoir promis une chose et d'avoir changé d'avis à un moment donné. Ce n'est pas sa parole qui est un test fondamental. Sa candidature n'est pas contraire aux dispositions constitutionnelles dans ce pays-là. Alors, un président sortant qui est candidat à sa propre succession, à qui les tests fondamentaux n'interdisent pas la candidature, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut aller chercher à contester ou à refuser de se lancer dans la campagne. Ça, c'est sûr. Un président qui est sortant a déjà géré un mandat, il a mis en œuvre son projet de société. C'est dans le prisme de ce projet de société, de la réalisation de ce projet de société, qui sera jugé, que les électeurs vont le juger. Qu'on me dise qu'on cherche à avoir les garanties de la transparence des élections, c'est possible. C'est possible, mais il ne faut pas perdre le temps là-dessus parce qu'ils sont tous lancés dans la course et le vote aura bien lieu. Est-ce qu'ils auront les moyens d'empêcher les élections d'avoir lieu? Et si jamais ils n'arrivent pas à arrêter le processus, eh bien, ils auront perdu le temps inutilement au lieu d'aller faire valoir leur projet de société et gagner les élections, gagner la confiance de l'électorat. Sinon, le président sortant, il risque de sortir haut les mains. Peut-être c'est après qu'on aura à conclure des accords après les élections. Si on n'a pas vraiment réussi à le mettre en difficulté, si on n'a pas réussi à bloquer le processus, eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Peut-être, on parle de 11 candidats. Quelle est leur représentativité? Quelle est leur popularité quand on les prend individuellement? Quand on donne le chiffre 11, c'est impressionné, d'accord, mais en Madagascar, ils sont combien à avoir vraiment une base électorale véritable? Ils ne sont pas nombreux. En tout cas, on verra bien avec le temps. Adam Adjronou, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette situation, les contestations de la classe politique de l'opposition par rapport à la candidature d'André Rajoelina? Il est accusé de plusieurs faits, ou du moins on lui reproche plusieurs choses, dont sa nationalité française. Non, vous savez, je pense que d'abord, le président sortant a une longueur d'avance sur ses adversaires. Pour du moins aujourd'hui, aucun acteur politique de ces 11-là ne conteste la gouvernance, puisque c'est là, en réalité, le nœud du problème. Personne ne conteste sa gouvernance, dit que voilà, même s'il y a des voix qu'il était, c'est pas ça, en fait, leur première préoccupation. Ça voudrait dire quelque part que le monsieur, lorsqu'on prend un peu ses passifs, il a moins de passifs. Et lorsque vous prenez l'ancien président qui a été donc renversé en 2009, pour lui, c'est tout comme si une opportunité de vengeance qu'il faut fondamentalement aller. Puis s'il a dit, cette plage de 13 mai était là où il a été renversé en 2009 et qu'ils l'ont invité aussi à pouvoir donc rallier la constitution et qu'il va être renversé sur les mêmes lieux le 13 mai. Voilà pourquoi ils le disent. Donc ça voudrait dire quelque part que les gens sont dans une posture ou option de vengeance. Or, en réalité, la question qui se pose, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, en réalité, on ne conteste pas en tant que tel la gouvernance du monsieur. Moi, j'aurais bien voulu, au lieu de toutes les façons, si il advenait qu'ils obtenaient le fait que le président sortant ne puisse pas se présenter, de toute évidence, il a eu quand même à diriger le pays. Il a eu un mandat. Donc ça veut dire quelque part que la question qui est posée aujourd'hui, de mon point de vue, n'est pas la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui. Regardez plutôt au niveau de la gouvernance. Malheureusement, ils sont en train de pouvoir donc se cajoler sur des options qui ne tiennent pas la route et il est en train de prendre une longueur d'avance sur eux. En réalité, au finish, on aura quand même à aller à des élections où ils n'auront pas le temps de pouvoir mobiliser et quand ils seront donc gagnés.
et donc vont toujours continuer par mobiliser la foule et ils risquent de rendre le pays ingouvernant ou pratiquement mettre les bâtons dans la gouvernance du pays. Or, en réalité, ce n'est pas cette bonne gouvernance-là qui se pose comme question, mais la question de nationalité, moi je pense que c'est la Benjamin des idées qu'il faudrait donc prendre pour coller à un président sortant qu'on ne veut plus. En tout cas, merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.